Mon propre fils et sa femme nous ont enfermés, ma pauvre Isidora malade et moi, dans la cave de notre maison victorienne en hurlant « Cette maison est à nous maintenant !» Assis dans cette humidité glaciale, j'ai murmuré à Isidora « Chut, ils ne savent pas ce qui est caché derrière ce mur de briques. » Quand ils sont partis, j'ai déplacé une brique descellée et révélé à ma femme un secret que j'avais gardé pendant 43 ans. Un secret sur ma véritable identité qui détruira tout ce qu'ils croient savoir sur le nom Beaumont. Bonjour chers auditeurs, merci de m'écouter aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, je vous serai reconnaissant de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire de quel pays vous nous écoutez. Bonne écoute. Cette maison victorienne respire depuis plus d'un siècle. Construite en 1922 par mon père adoptif, Henri Beaumont, elle se dresse fièrement rue Danton, dans le quartier historique de Lyon. J'ai appelé cet endroit mon foyer pendant 43 ans. Isidora et moi avons emménagé ici jeunes mariés, pleins de rêves. Nous avons élevé notre fils Mathieu entre ses murs, le regardant grandir. Cette maison a été témoin de notre joie, de notre fierté, de notre bonheur quand il nous a présenté Séverine comme sa fiancée. Mais c'était il y a 3 ans. 3 longues années étouffantes depuis qu'ils ont emménagé avec nous. Tout a commencé quand Isidora a eu son premier AVC. Mathieu a suggéré qu'il s'installe dans la suite parentale à l'étage pour nous aider. « Juste temporairement, papa », a-t-il dit. Le temporaire est devenu permanent. Leurs affaires ont envahi chaque recoin. Les parfums coûteux de Séverine ont remplacé les sachets de lavande d'Isidora. Leurs conversations bruyantes sur l'argent résonnaient dans des pièces qui n'avaient reconnu que des voix douces. Ce matin, je me suis réveillé avant l'aube pour préparer les médicaments d'Isidora. Elle peut à peine parler depuis le 2e AVC, mais ses yeux brillaient encore quand je lui lis des poèmes. J'étais en train de lui préparer des œufs brouillés quand Séverine est apparue. « Encore cette odeur », a-t-elle dit sans cacher son dégoût. « Léo, cette maison sent toujours la maison de retraite. » J'ai continué à remuer les œufs, la mâchoire serrée. « Ta belle-mère apprécie ces œufs. »« De toute façon, elle ne mange presque plus », a continué Séverine. « Le docteur Moreau a dit qu'elle aurait bientôt besoin d'une sonde d'alimentation. Pourquoi faire semblant ?» La cruauté dans sa voix m'a serré la poitrine. Pour elle, ma femme n'était qu'un obstacle au style de vie auquel elle s'estimait avoir droit. 1 heure plus tard, Mathieu et Séverine sont descendus, leur entrée portant un sentiment de détermination troublant. Mathieu a tiré la chaise en bout de table, l'ancienne place d'Henri, avant de parler sur ce ton professionnel et détaché. « Papa, il faut qu'on parle. C'est au sujet de la maison. Avec l'état de maman, on a réfléchi à la question de l'héritage. » Séverine a fait glisser un dossier sur la table. « Tu devrais faire donation de la maison à Mathieu maintenant. Un simple acte, juste une formalité. » À l'intérieur se trouvaient des documents officiels déjà remplis. « La maison vaut 750 000 €, a ajouté Mathieu. « Ça nous évite les droits de succession. » Je n'ai pas touché au papier. « Non. » Le sourire de Séverine s'est effondré. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ?»« Je comprends tout parfaitement, » ai-je dit. Et c'est pour ça que la réponse est non. Le visage de Mathieu s'est empourpré. On vit ici. On s'occupe de toi. C'est pratiquement déjà notre maison. Vous vivez dans ma maison, ai-je corrigé. Mathieu s'est levé brusquement. Sois raisonnable. Maman a besoin de soins professionnels. La résidence des Magnolias, près de Grenoble. 4 500 € par mois. Tu pourrais venir le week-end. Ils avaient déjà planifié notre expulsion ? Vous voulez un entrepôt ? Ai-je dit calmement. Tu es égoïste ? A craché Séverine. Mathieu a le droit à cette maison. Il porte le nom Beaumont. Quelque chose de sombre a vacillé dans les yeux de Mathieu. Ça suffit. J'en ai assez. Il a attrapé mon bras et m'a traîné vers la porte de la cave. À 72 ans, je ne pouvais pas rivaliser avec sa force. Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? Cette maison est à nous maintenant, a-t-il rugi, me poussant vers les marches. La porte a claqué, le verrou s'est enclenché. Dans l'obscurité, il ne restait que ma respiration hachée et le gémissement effrayé d'Isidora. Nous étions prisonniers dans notre propre maison. La cave était un tombeau. Des murs de pierre froide nous enserraient, l'odeur de moisi emplissait mes poumons. Isidora tremblait à côté de moi sur les marches.
Sa respiration était laborieuse, chaque expiration formant un petit nuage dans l'air glacial. Tout va bien aller, ma chérie? Ai-je murmuré, bien que ces mots sonnent creux. Puis j'ai entendu le son qui a brisé mon espoir. Des portières qui claquent, un moteur qui démarre. Mathieu et Séverine nous laissaient ici, enfermés comme des meubles dont on se débarrasse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les heures ont rampé. Mes jambes étaient cramées, mais je n'osais pas m'éloigner d'Isidora. Elle somnolait par intermittence, se réveillant en sursaut avec des sons de confusion. Alors que l'obscurité s'épaississait, je me suis souvenu des paroles d'Henri. J'avais 18 ans quand il m'avait emmené ici, quelques mois après m'avoir adopté de l'orphelinat. Il s'était arrêté devant le mur du fond. Léo, il y a quelque chose ici que tu dois savoir. Quelque chose pour les moments les plus désespérés. Ton vrai père m'a appris qu'un homme doit toujours avoir une dernière carte à jouer. Promets-moi que tu te souviendras de cet endroit. Des moments désespérés. Si ce n'était pas désespéré, qu'est-ce que c'était? Isidora, je dois vérifier quelque chose, ai-je murmuré. Reste ici. Je me suis dirigé vers le mur du fond. Les pierres étaient rugueuses et froides. J'ai passé mes mains le long de la surface jusqu'à trouver une pierre différente. Elle bougeait légèrement. Mon cœur battait la chamade. La pierre a glissé vers l'intérieur, révélant une cavité sombre. J'ai tendu la main. Une vieille boîte à tabac, froide au toucher. Gauloise bleue. J'ai trouvé une lampe torche dans l'ancienne boîte à outils d'Henri. Le faisceau faible était suffisant. Assis près d'Isidora, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, des papiers jaunis par le temps. Mes mains tremblaient alors que je dépliais le premier document. Un acte de naissance. Marc Rousseau. Né à Paris, à la même date que mon anniversaire. Mère, Sarah Rousseau. Père, Guillaume Rousseau. Le deuxième document, un décret d'adoption. Marc Rousseau, âgé de 6 mois, adopté par Henri Beaumont, médecin veuf de Lyon. Le nouveau nom de l'enfant, Léo Beaumont. Mon identité entière s'est effondrée. Je n'étais pas le neveu d'Henri. J'étais Marc Rousseau, adopté de parfaits inconnus. Le troisième document était une lettre d'Henri. Mon cher fils, si tu lis ceci, des circonstances désespérées t'ont amené ici. Ton père, Guillaume Rousseau, était chef de cabinet du ministre de la Défense. En 1952, il a été accusé de trahir des secrets militaires. Je n'ai jamais cru ces accusations, mais ton père est devenu un bouc émissaire. Il s'est suicidé en prison. Ta mère s'est retrouvée avec un bébé dont le nom du père était devenu poison dans la politique française. Je t'ai adopté pour te donner mon nom et ma protection. Le nom Rousseau t'aurait fermé toutes les portes. Garde ce secret, mon fils. Tout était construit sur ce mensonge. Mon mariage, mes relations, la fierté de Mathieu pour l'héritage Beaumont. Léo? La voix d'Isidora était inquiète. Qu'est-ce que ça dit? Ah, Marc Rousseau, a-t-elle murmuré après avoir lu. Tu n'es pas vraiment Léo Beaumont? Non, ma chérie, je ne le suis pas. Je viens moi-même de l'apprendre. Elle a touché mon visage de sa main tremblante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous avons quelque chose que Mathieu ne connaît pas. Il a construit son entreprise sur le nom Beaumont. Ses clients sont des politiciens, de vieilles familles lyonnaises. S'il savait qu'il est le petit-fils de Guillaume Rousseau, son entreprise s'effondrerait du jour au lendemain. Et il n'en a aucune idée, a-t-elle soufflé. Si notre fils veut nous traiter comme des prisonniers, peut-être est-il temps qu'il apprenne les vraies conséquences. Au-dessus de nous, des pas lourds. Mon cœur a bondi. Ils reviennent? Ai-je murmuré, fourrant les papiers dans la boîte. Le verrou a raclé. La lumière a inondé la cave. Mathieu se tenait dans l'embrasure, son costume froissé. Alors, avez-vous réfléchi à notre offre? J'ai aidé Isidora à se lever. Elle tremblait, affaiblie. Mathieu, ta mère a besoin de soins médicaux. Le stress, l'air froid. Laisse-moi appeler le docteur Moreau. Séverine s'est avancée. Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle fait un autre malaise? Laisse-moi passer un coup de fil, ai-je supplié. Mathieu a pesé ses options. D'accord, un appel, mais fais vite. Il m'a tendu son téléphone.
Mais le numéro que j'ai composé n'était pas celui du docteur Moreau. C'était celui d'un avocat spécialisé dans les conflits familiaux. Cabinet Dufresne et associé. Oui, ici, Léo Beaumont. Je dois prendre un rendez-vous urgent concernant une directive médicale pour ma femme. Maître Dufresne peut-il me voir cet après-midi? Mathieu s'est détendu, croyant à un rendez-vous médical de routine. Certainement, monsieur Beaumont. Maître Dufresne a un créneau à 16 heures. Oui, merci. J'apporterai toute la documentation nécessaire. J'ai rendu le téléphone à Mathieu. Le docteur Moreau veut voir son dossier médical. Je dois rassembler des papiers. Bien, a dit Mathieu. Peut-être que maintenant tu vas être raisonnable. Peut-être que je le ferai, ai-je répondu tranquillement. 3 heures plus tard, j'étais assis en face de Réginald Dufresne dans son bureau du centre-ville de Lyon. C'était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants qui ne rataient rien. J'avais apporté la boîte à tabac d'Henri avec moi, et maintenant, son contenu était étalé sur son bureau d'acajou poli. Dufresne a étudié l'acte de naissance, les papiers d'adoption et la lettre d'Henri avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant des radiographies. Quand il a finalement levé les yeux, il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire. « Monsieur Beaumont, ou devrais-je dire Monsieur Rousseau, c'est tout à fait remarquable, » a-t-il dit en se renversant dans son fauteuil de cuir. Votre fils a bâti toute son entreprise d'investissement sur des relations avec l'élite politique lyonnaise, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu. Sa liste de clients se lit comme un bottin mondain du gouvernement régional et des vieilles familles lyonnaises. Et ils lui font confiance parce qu'ils croient qu'il vient d'un honorable lignage Beaumont. Exactement. Le sourire de Dufresne s'est élargi. Eh bien, monsieur Rousseau, je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Une semaine plus tard, j'étais assis dans notre salon, lisant le journal du matin, quand la sonnette a retenti. À travers les rideaux de dentelle, j'ai pu voir une berline noire garée dans notre allée. Coûteuse, professionnelle, le genre de voiture qui signifiait des affaires sérieuses. Réginald Dufresne se tenait sur notre véranda, impeccablement vêtu d'un costume anthracite et portant une mallette en cuir. Derrière lui se tenait un homme plus jeune dans un costume tout aussi élégant, manifestement un autre avocat de son cabinet. « Monsieur Beaumont », a dit Réginald avec un léger hochement de tête, « je crois que nous avons des documents à remettre. » Le bruit de pas dans l'escalier m'a dit que Mathieu avait entendu la sonnette. Il est apparu dans le couloir, rajustant sa cravate, manifestement curieux de nos visiteurs inattendus. Séverine a suivi de près, son visage montrant déjà une inquiétude soupçonneuse. « Puis-je vous aider, messieurs » a demandé Mathieu, s'avançant avec l'assurance d'un homme qui croyait posséder tout ce qui était en vue. « Mathieu Beaumont » a demandé Réginald, bien que son ton suggère qu'il connaissait déjà la réponse. « C'est exact. Et vous êtes » ? Réginald Dufresne, avocat. Je représente les intérêts légaux du véritable propriétaire de cette propriété. Il a ouvert sa mallette avec une efficacité pratiquée et a retiré une épaisse enveloppe Kraft. Ceci est pour vous. Mathieu a pris l'enveloppe avec une confusion évidente, la déchirant avec une arrogance désinvolte. J'ai regardé son visage alors qu'il commençait à lire. J'ai vu le moment exact où la confusion s'est transformée en incrédulité, puis en quelque chose qui s'approchait de la panique. « Avis d'expulsion » a-t-il bégayé, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ?» Séverine lui a arraché les papiers des mains, ses yeux parcourant le langage juridique avec une alarme croissante. « Ça dit que la maison appartient à Léo, pas à toi. Ça dit que notre acte de donation... » Elle a levé les yeux, le visage pâle. « Frauduleux. »« J'en ai peur, » a répondu Réginald avec un calme professionnel. Notre enquête a révélé que le document que vous avez présenté comme un transfert de propriété légitime est en fait une contrefaçon plutôt mal exécutée. Le notaire dont le sceau apparaît sur vos papiers est décédé 2 ans avant la date de signature présumée. « C'est impossible, » a dit Mathieu, mais sa voix manquait de conviction. « Ce qui est plus préoccupant, » a continué Réginald, sa voix prenant une tonalité plus tranchante, c'est que cette tentative de fraude soulève de sérieuses questions sur la position juridique de votre famille dans cette communauté.
Des questions qui pourraient nécessiter une enquête publique complète sur vos antécédents généalogiques, votre véritable héritage, votre droit d'utiliser le nom Beaumont dans vos transactions commerciales. La couleur a complètement disparu du visage de Mathieu. De quoi parlez-vous? Je parle du genre d'enquête qui fait la une du Progrès de Lyon, monsieur Beaumont. Le genre que vos partenaires commerciaux et clients ont tendance à lire en prenant leur café du matin. Le genre qui soulève des questions inconfortables sur les lignées et l'honneur familial. Séverine a agrippé le bras de Mathieu, ses ongles s'enfonçant dans sa veste de costume coûteuse. Quels antécédents généalogiques? Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, a conclu Réginald, en refermant sa mallette d'un coup sec. Alors que les avocats retournaient vers leur berline, j'ai remarqué que les mains de Mathieu tremblaient alors qu'il sortait son téléphone portable. Mes partenaires commerciaux, a-t-il dit, sa voix creuse. Ils vont commencer à poser des questions. 3 jours plus tard, notre salon était bondé de personnes que je n'avais pas vues depuis des mois, peut-être des années. Mathieu avait convoqué une réunion de famille d'urgence, et l'urgence dans sa voix les avait tous fait accourir. Mon cousin Pierre était assis raide sur notre canapé ancien, sa femme Marie à côté de lui, serrant son sac à main comme un bouclier. 2 des partenaires commerciaux de Mathieu, des hommes en costume coûteux qui me traitaient habituellement avec une déférence polie, occupaient les fauteuils à oreilles près de la cheminée. L'atmosphère était épaisse de tension et de panique à peine dissimulée. Je pouvais le voir sur le visage de Mathieu, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il faisait les 100 pas devant la vieille bibliothèque en acajou d'Henri. Séverine était perchée sur le bord d'un pouf, son assurance habituelle fissurée comme un miroir brisé. « Merci à tous d'être venus dans un délai aussi court », a commencé Mathieu, sa voix portant cette confiance forcée d'un homme essayant de se convaincre autant que son public. Nous faisons face à une crise familiale ici, une attaque légale contre notre maison, notre héritage, tout ce que représente le nom Beaumont. Il a fait un geste vers moi avec une frustration à peine contenue. Mon père a été influencé par un avocat sans scrupules qui lui remplit la tête de mensonges sur la propriété et l'histoire familiale. À son âge, avec le stress de s'occuper de maman, je pense qu'il devient confus sur la réalité. Pierre s'est déplacé mal à l'aise sur le canapé. Léo a toujours été vif comme une lame, Mathieu. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Je suggère que nous devons envisager une mise sous tutelle, a dit Mathieu, les mots se déversant en cascade. Papa prend des décisions qui pourraient détruire la réputation de cette famille, déchirer tout ce que nous avons construit. Il croit des théories du complot sur des documents falsifiés et des enquêtes généalogiques. Marie s'est penchée en avant, sa voix douce mais inquiète. « Léo, mon cher, est-ce vrai? As-tu des problèmes de mémoire ou de jugement ?» J'ai regardé autour de la pièce ces personnes, certains membres de la famille, certains associés commerciaux, qui me connaissaient tous depuis des décennies. Ils m'avaient vu bâtir une carrière réussie, élever un fils, prendre soin de ma femme pendant sa maladie. La suggestion que j'étais mentalement incompétent était si absurde qu'elle en était presque insultante. « Non, Marie, » ai-je dit calmement en me levant de ma chaise, « ma mémoire et mon jugement sont parfaitement clairs. En fait, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous qui pourrait expliquer pourquoi Mathieu est si désespéré de me discréditer. » Je me suis dirigé vers la petite table d'appoint où j'avais placé la boîte à tabac d'Henri ce matin-là, sachant que ce moment viendrait. Mathieu a raison sur une chose. Ceci concerne l'histoire familiale et l'héritage, mais pas de la manière qu'il pense. « Papa, ne fais pas ça !» a averti Mathieu, sa voix tranchante de panique. « Tu vas te ridiculiser. » La seule personne qui devrait être embarrassée, ai-je dit en ouvrant la boîte et en retirant les papiers jaunis, est l'homme qui a passé toute sa vie à tirer fierté d'un nom qui ne lui appartient pas légitimement. La pièce est devenue totalement silencieuse. Je pouvais entendre la vieille horloge grand-père tic-taquer dans le couloir, le bruit lointain de la circulation rue Danton, l'aspiration brusque de Marie. « Mon vrai nom est Marc Rousseau. » Ai-je continué en tenant l'acte de naissance pour que tout le monde puisse le voir. J'ai été adopté nourrisson par Henri Beaumont après que mon père biologique, Guillaume Rousseau, ait été accusé de vendre des secrets d'État et soit mort en prison plutôt que d'affronter un procès. Le visage de Pierre est devenu blanc. La main de Marie a volé à sa bouche.
Les partenaires commerciaux ont échangé des regards qui en disaient long sur leur soudain désir d'être n'importe où ailleurs. Mathieu a bâti son cabinet d'investissement sur des relations avec l'élite politique lyonnaise, ai-je dit, ma voix se raffermissant à chaque mot. Ses clients lui font confiance parce qu'ils croient qu'il vient d'un honorable lignage Beaumont. Mais ce n'est pas le cas. Il est le petit-fils d'un homme accusé de trahison, et chaque poignée de main, chaque transaction, chaque relation client est construite sur ce mensonge. La pièce est tombée dans un silence, alors que tous regardèrent mon fils avec dégoût. 6 mois se sont écoulés depuis cet après-midi dévastateur dans notre salon, et le silence dans notre maison victorienne n'a jamais été aussi paisible. Le genre de silence qui vient non pas du vide, mais de l'absence de toxicité, du retrait de personnes qui n'apportaient que tension et cupidité dans notre foyer. Mathieu et Séverine ont quitté Lyon le lendemain même. J'ai entendu par mon cousin Pierre qu'ils avaient emballé leurs affaires au milieu de la nuit comme des voleurs fuyant une scène de crime. En l'espace d'une semaine, le cabinet d'investissement de Mathieu s'était effondré. Ses clients, ses familles politiques prestigieuses et cet argent lyonnais ancien qui valorisait la réputation par-dessus tout ont retiré leur compte plus vite qu'on ne peut dire Rousseau. Le scandale de son acte frauduleux, combiné à la révélation de son véritable héritage, l'a rendu radioactif dans la communauté financière hermétique de Lyon. Ils ont déménagé dans une petite ville d'Ardèche, m'a-t-on dit. Séverine a trouvé du travail comme réceptionniste dans un salon de coiffure. Mathieu? Eh bien, personne ne semble savoir ce que fait Mathieu maintenant. Il n'appelle certainement pas et n'écrit pas. Pour moi, il a simplement cessé d'exister, comme le fantôme que je lui avais dit qu'il était. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment la chute de Mathieu. Elle concerne ce qui est venu après. La santé d'Isidora s'est remarquablement améliorée depuis que le stress a quitté notre maison. Sans l'attention constante, sans les commentaires cruels de Séverine et les exigences autoritaires de Mathieu, ma femme a trouvé une sorte de paix qui a permis à son corps de guérir. Elle lutte encore avec les effets de ses AVC, mais son appétit est revenu. Son sommeil est réparateur et, plus important encore, son sourire est revenu. Nous avons fait quelques changements à la maison. Cette cave où nous avons découvert la vérité sur mon passé. J'ai engagé des entrepreneurs pour la transformer en quelque chose de beau, un espace lumineux et aéré, avec un éclairage et une ventilation appropriée. C'est devenu mon bureau personnel, garni de bibliothèques et rempli de fauteuils confortables. Parfois, je m'assieds là le soir, ne pensant pas aux secrets cachés derrière les murs, mais savourant simplement la satisfaction tranquille d'un espace reconquis. Notre voisin, Léopold Mercier, passe maintenant la plupart des après-midi. C'est un veuf à peu près de mon âge qui vit 3 maisons plus loin, et il est devenu une sorte de bénédiction. Il aide pour le jardinage, nous apporte des légumes de son potager et, plus important encore, il traite Isidora avec le respect doux qu'elle mérite. C'est drôle comme retirer les personnes toxiques de votre vie fait de la place pour que des personnes vraiment bonnes y entrent. J'ai appris quelque chose de profond ces derniers mois. La famille n'est pas seulement une question de sang ou de non partagé. C'est une question d'amour, de respect et de souci sincère pour le bien-être de l'autre. Mathieu partageait mon nom adopté, vivait dans ma maison et m'a appelé père pendant 40 ans. Mais Léopold, qui nous connaît depuis 6 mois, a montré plus de véritable esprit de famille que mon fils ne l'a jamais fait. Le nom Beaumont que je portais avec tant de peur pendant tant d'années, il ne me définit plus. Le nom Rousseau avec lequel je suis né non plus. Je suis simplement Léo, un homme qui aime sa femme, entretient son jardin et a appris que l'héritage le plus précieux que nous pouvons laisser derrière nous n'est pas l'argent ou la propriété, mais l'exemple de la façon dont nous traitons les personnes qui dépendent de nous. Henri m'a sauvé de la honte des accusations portées contre mon père, mais au final, c'est en tenant tête à la cupidité de mon propre fils qui m'a vraiment libéré. Souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en actes de propriété, mais dans l'amour que nous donnons et la dignité que nous maintenons, même dans nos heures les plus sombres. En repensant à cette histoire vraie, je réalise que j'ai fait une terrible erreur qui a failli tout me coûter. J'ai passé 72 ans à vivre un mensonge, portant le poids d'un secret qui n'avait pas besoin d'être honteux. Ne soyez pas comme moi.
Ne laissez pas la peur du jugement vous empêcher de vivre authentiquement. La vérité a une façon de nous libérer, même quand nous pensons qu'elle va nous détruire. Les histoires de mon grand-père m'ont appris que la famille n'est pas une question de lignée ou de nom prestigieux. C'est une question de personnes qui restent à vos côtés quand l'obscurité tombe, qui prennent soin de vous sans rien attendre en retour. Henri Beaumont m'a donné son nom, mais c'est l'amour inébranlable d'Isidora et l'amitié sincère de Léopold qui m'ont montré ce que signifie vraiment la vraie famille. Cette histoire vraie ne parle pas seulement d'héritage ou de cupidité. Elle parle de l'héritage de caractère que nous transmettons aux générations futures. Nous pouvons choisir d'élever des enfants qui valorisent la compassion plutôt que la richesse, l'intégrité plutôt que le statut. Dieu sait que j'ai échoué à cet égard avec Matthieu, mais peut-être que partager ces histoires de grand-père peut aider d'autres à éviter mes erreurs. La plus grande leçon de cette histoire vraie: n'attendez pas une crise pour révéler votre véritable moi. Ne laissez pas l'orgueil et la peur vous voler de véritables relations. Les personnes qui comptent vraiment vous aimeront pour qui vous êtes, pas pour le nom que vous portez ou la maison que vous possédez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.